À moins de 2 mois de la présidentielle au Mali, la tension entre le bloc de la majorité et l'opposition est à son comble, chaque camp accusant l'autre de fouler aux pieds les lois de la République. Une situation qui annonce un climat des plus délétères pour le scrutin à venir dans un pays déjà en proie à l'incertitude née de plusieurs facteurs sur lesquels nous reviendrons tout au long de ce débat. La coalition pour l'alternance et le changement qui avait maintenu un mot d'ordre de rassemblement malgré l'interdiction décrétée par le gouverneur de Bamako a fait état d'usage de balles réelles contre des manifestants à main nue et exige la démission du Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga. Ce dernier a pour sa part jugé mensongères et calomnieuses les affirmations de l'opposition. Mais à l'évidence, la répression de cette manifestation pourrait traduire une certaine fébrilité du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Crie croire dans cette situation où des sources hospitalières parlent de 25 blessés. Et qu'est-ce qui justifie l'interdiction d'une manifestation dans un pays où plusieurs fois ces dernières semaines, l'opposition a pu s'exprimer ou s'indigner sans qu'il n'y ait de quoi à signaler? Quelles sont les revendications de l'opposition malienne à travers la coalition pour l'alternance et le changement ayant choisi de braver l'interdiction? Une autre manifestation qui s'est tenue ce 8 juin a plutôt été autorisée par les autorités. L'issue de la course au palais de Koulouba s'annonce des plus incertaines, tant à cause du poids que de la capacité de nombre de candidats à mobiliser. Si Ibeka remporte l'élection dès le premier tour, nous n'accepterons pas les résultats, ont déjà asséné plusieurs candidats de l'opposition, pointant entre autres du doigt la crédibilité du scrutin dans des zones aussi insécurisées que le centre et le nord du pays. Mali présidentiel du 29 juillet, quelle raison de la levée de bouclier entre pouvoir et opposition? C'est le thème retenu pour ce débat. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Angle de Vue, votre émission qui reçoit des journalistes émérites, analystes politiques, juristes, avocats, écrivains ou encore personnalités politiques afin d'opiner sur l'actualité marquante sur le continent africain. Place au débat du jour, on revient après l'intermède. Et à nos côtés aujourd'hui sur le plateau de Angle de Vue, d'abord Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous, Hilaire Kofidia, bonjour. Bonjour. Juriste, vous êtes analyste politique. Messieurs, que l'opposition sorte dans la rue aujourd'hui, à quelques semaines de la présidentielle, qu'est-ce que cela traduit, Hilaire Kofidia? Oui, cela traduit le malaise qui prévaut actuellement dans l'État malien, puisque l'opposition est en train de tirer la sonnette d'alarme, comme quoi elle exige une élection crédible et transparente. Et puisque elle voit venir des comportements dolosifs, frauduleux pour ne pas dire, de la part du système en place, la seule manière de pouvoir les contraindre à faire les choses en respectant les règles de l'art, c'est de pouvoir se prononcer. Et l'âme dont dispose l'opposition, c'est la dénonciation à travers une marche corsée, quand bien même l'opposition a les mains nues et que le système en place dispose de moyens plus colossaux. Et résultat d'ailleurs, on le verra tout à l'heure à travers le gazage et le tabassage des uns et des autres. Et tout porte à croire que nos peuples africains ou le peuple malien est devenu des moutons de Parnuche qu'on veut gouverner par la force. Or, j'ai pris l'habitude de dire que lorsque la force s'exprime, le droit s'estompe. Nous sommes dans un État malien, un État de droit, et cela exige un respect scrupuleux des règles de la République. Voilà. Que reproche concrètement la coalition pour l'alternance et le changement au régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, Lamine Cissé? C'est le soupçon. C'est le soupçon. Vous savez, si l'opposition se regroupe contre le pouvoir, il y a le spectre du deuxième tour qui plane. Et ça amène à des supputations, Nous avons vu par ailleurs en Afrique. Et en général, c'est le deuxième tour qui fait partir le président en place. Et je crois que l'opposition est suffisamment bien organisée et suffisamment très forte
pour créer des problèmes au pouvoir en place au deuxième tour. Et à ce stade, il y a eu rupture de dialogue. L'opposition revendique la transparence dans le processus. Et le pouvoir a tendance à ne pas écouter, à foncer. Et je crois qu'ils ont leur raison, parce qu'ils ont les réseaux. Ismaïla Cissé, c'est quelqu'un qui est bien imprégné. Les autres opposants aussi, ils étaient tous dans le pouvoir et savent ce qui se passe. Donc, à ce stade actuel de la situation, j'ai d'ailleurs salué hier, je crois qu'ils se sont rencontrés. Hein. Tout à fait. Voilà, donc à ce stade, c'est ça, il faut apaiser, il faut rassurer tout le monde. Parce qu'il y a de la suspicion. Nous sommes dans des pays où l'argent joue beaucoup aux élections. Voilà, je crois que c'est ça. Parce que la revendication de l'opposition peut ne pas être crédible. On peut dire qu'ils sont en train de frauder alors qu'ils ne sont pas en train de frauder. Mais la réalité est qu'il faut ouvrir le débat, il faut rassurer tout le monde, il faut que l'opposition et le pouvoir sachent que c'est le Mali, c'est pas les élections, mais c'est le Mali. Voilà. Au-delà de ça. Voilà. Alors, quand vous héritez d'un pays qui sort d'une guerre, est-ce qu'il est facile de réussir des chantiers aussi vastes que ceux auxquels s'est attaqué le président Ibeka? Non, lorsque l'héritage est déjà scandaleux ou désastreux, la formule la plus simpliste, c'est de rester dans une posture de rassemblement et d'union. Il faut créer une certaine cohésion, ce que n'a pas fait ce président. Parce que le Nord, selon mes connaissances et mes lectures, est totalement, presque délaissé. Et il fait même regretter le départ de l'ancien président. Et le climat que l'on a aujourd'hui n'est pas un climat anodin, parce que ça me fait penser à l'adage latin « es nihil nihil ». Rien ne vient de rien, il y a forcément quelque chose, il y a des couacs. Et comme il a dit, il y a une suspicion très forte. Et lorsque le bilan semble être aussi médiocre, il va de ce que l'opposition peut soupçonner une certaine fraude pour empiler, raison pour laquelle on voit déjà un début de mécontentement alors qu'on est à 2 semaines et des élections, chose qui n'est pas du tout opportune parce que le Mali est déjà en souffrance et il ne faut pas en rajouter. Et il faut aux Maliens un président qui pourrait vraiment contrôler le territoire. Parce que la souveraineté repose fondamentalement sur le contrôle de tout le territoire national, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui au Mali. Et c'est là l'échec du président actuel. Parce qu'il n'a pas su contrôler le Nord. Aujourd'hui, il y a les enfants maliens du Nord ne fréquentent pas. Il y a une partie qui ne vont pas à l'école. Parce qu'à cause de l'insécurité, les parents ne veulent pas envoyer les enfants à l'école. Mais c'est une catastrophe. Ça fait un manque à gagner sérieux pour l'État. Parce que c'est des avenirs gâtés, pour ne pas dire gâchés. Et si on prend ce côté, on peut dire que le bilan de l'actuel président est en difficulté. Le laisser continuer serait quand même une perte de temps. Et, alors, il fait un second mandat et l'opposition voudrait présenter quelqu'un qui puisse revoir sa copie à lui, parce qu'elle semble être pâle. Voilà. Non, mais bon, moi je pense que... Est-ce qu'il n'y a pas un bémol à avoir par rapport? Non, je suis totalement d'accord avec lui, mais je pense qu'il faut voir les causes, les responsabilités. Elles sont profondes. Moi, je pense que après la désintégration de la Libye, on a vu les conséquences. Aucune armée malienne ne peut faire face à ces conséquences-là. Maintenant, quand la France est venue, c'est la France qui n'a pas fait un bon boulot. C'est la France qui a mis le Mali dans cette situation. Et les accords d'Algérie, ça a échoué. Les accords d'Algérie, c'est des accords qui sont très mal ficelés. Ce n'est pas des accords de paix, ça, les accords d'Algérie. Regarde la force qu'ils ont donnée aux chefs de région, aux porteurs d'armes. Ils sont en même temps présidents régionaux, ils sont, etc., etc. Toutes les forces et les privilèges qu'on leur a donnés, ça suscite, ça dit que eux, c'est les privilèges qui les intéressent. La notice, est-ce que le fait que ces personnes-là détiennent des armes et des troupes est une assise pratiquement très influente dans ces régions-là, font qu'on n'est pas obligé de leur concéder un certain nombre de privilèges pour leur acheter. La France est venue pour repousser une armée très puissante, organisée, disciplinée. Il devait désarmer automatiquement.
Il a collaboré avec ces gens-là pour dire maintenant négocier. Vous voulez parler notamment du MSA, du Garcia et des groupes d'autodéfense? C'est ce que je dis. Non, je suis en train de dire. Ils ont les groupes. Tu sais, il y a Garcia, il est de la mouvance présidentielle. Tout à fait. Ils sont alliés. Mais même eux, ils ont demandé la relecture des accords d'Algérie. Parce que c'est pas praticable sur le terrain. Ce n'est pas du tout praticable. C'est-à-dire que si on ne cherche pas des solutions africaines à nos problèmes, mais le problème du Mali, du nord du Mali, j'ai dit, c'est la France qui a laissé cette situation telle qu'elle est. Vous êtes venu avec une puissance militaire, une des plus grandes puissances militaires du monde. Vous avez défait les djihadistes, vous avez détruit. Mais pourquoi ne pas désarmer? Maintenant, vous désarmez, vous dites aux gens de négocier les menus, mais vous laissez les gens qui ont les armes, vous dites de négocier avec le gouvernement et vous envoyez MINUSMA pour venir faire quoi? Ça dit que concrètement... Selon vous, c'est Timbroglio-là est donc fait avec le soutien des puissances occidentales. Mais ils ont d'autres visées. Au Mali. Il faut créer des problèmes au nord du Mali. Vos accusations sont suffisamment graves, Lamine Cissé? Non. J'assume les responsabilités de mes accusations. Parce que scientifiquement, techniquement et sociologiquement sur le terrain, ils ont amené une solution qui n'est pas... Pourquoi donner des privilèges à ces groupes-là? Parce qu'ils ont les armes. Mais si on les désarmait, on sécurisait le nord du Mali, ils pouvaient le faire. Mais le MINUSMA, c'est de l'argent qui circule. Et puis Mali, il faut maintenir ce spectre-là pour maintenir la domination en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe dans ce nord? Vous savez, ce nord, ça fait 822 000 km². Le nord du Mali, le désert là. Vous savez que pensez que c'est un désert nul comme ça? Il y a des enjeux stratégiques qui sont là. Il y a des enjeux de ressources qui sont là. C'est ça où il faut dire. Donc moi je dis qu'ils ont mis Ibeka le dos au mur. Parce que les accords-là, vraiment, c'est eux qui se sont imposés pour que les accords-là soient signés. Et ces accords-là ne sont pas praticables sur le terrain. Voilà. Donc la responsabilité n'est pas que celle du président. Non, c'est exogène et endogène à la fois. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les aspirations du peuple malien, Hilaire Kofi-Dia, ne sont pas peut-être un peu plus élevées que la capacité de l'État central à les assouvir ou à les contenter aujourd'hui? Est-ce que l'État malien est un État de droit? Oui. Est-ce que l'État malien est un État souverain? Oui. Est-ce que l'État malien est un État indépendant? Oui. Mais pourquoi l'État malien laisse la France venir solutionner un problème qui est malien? Quel intérêt la France a à venir donner un coup de pouce à l'État malien? C'est un pays ami. Non, c'est même pas. Les pays ne sont pas des amis. Les États ne poursuivent ou ne protègent que leurs intérêts. La France a intérêt peut-être à ce que le Nord soit ainsi pour pouvoir sauvegarder ses intérêts. L'intérêt du blanc. L'intérêt du blanc n'est jamais identique à l'intérêt du noir. Qui plus est, l'intérêt du dirigeant, l'intérêt du dirigeant, du politique malien ne peut jamais être identique à l'intérêt du blanc. Il est Kofi-Dia, je ne vous arrête pas, mais on sait que la situation au Mali, si aujourd'hui il y a guerre au Mali, eh bien, tout le monde est éclaboussé, aussi bien dans la sous-région ouest africaine que par le désert, notamment des pays limitrophes, et pour aller vers l'Europe aussi, avec le flux de migrants, avec les trafics d'armes et tout ce qu'il y a autour. Donc l'intérêt de la France peut bien se retrouver dans la stabilisation et la paix au Mali. C'est l'intérêt de la CEDEAO ou l'intérêt des dirigeants africains qui est plus prononcé, plus visible, plus crédible que l'intérêt de la France. N'ont-ils pas montré... La France a cessé d'être un exemple. On n'a été jamais indépendant pour ces gens-là. Voilà. Leur politique n'a jamais été identique à notre politique. Leur visée ne s'est jamais retrouvée dans ce que nous on vise. Si aujourd'hui les États africains sont en souffrance ou ont beaucoup de problèmes, le premier responsable c'est la France. A dit essayer de rompre le cordon ombilical. Et on verra comment. Mais regardez, on n'est pas seulement... C'est seulement dans les États africains francophones que l'on constate cet état de choses. On a le Ghana. Le Ghana n'utilise pas le CFA. On a le Nigeria. Les États africains anglophones, ils ont obtenu une indépendance à 99%. Vous voyez leur niveau de vie, leur niveau de développement. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce n'est pas parce que les Maliens n'ont pas les ressources, n'ont pas les ressources humaines, ni les ressources matérielles pour affronter. Mais c'est parce que les Maliens continuent de croire que la France pourrait être une solution, une porte de sortie, ce qui est une erreur monumentale. Voilà. Il
il faudrait apprendre à régler nos problèmes avec nos armes, avec nos moyens. S'il s'agit, l'État du Mali est regroupé des Maliens. L'État du Mali n'est pas un État mélangé où on a des Français, on a des ci, on a des ça. Comme déjà certains sont en train de copier, et c'est dommage. Parce que si dans une république qui se dit est souveraine, on doit faire appel à des forces extérieures forcément avant d'exister, alors là, vous donnez le bâton aux Blancs pour vous taper. Voilà. Il a Kofidia, la difficulté qu'il y a eu aussi, peut-être faudrait le signaler, c'est qu'il y a des généraux de l'armée malienne qui sont entrés en désertion. Donc il y a déjà un problème de restructuration de l'armée malienne qui s'est posé. Je voudrais qu'on restaure un peu l'histoire. Allez-y. C'est la France qui a éclaboussé le Mali en détruisant la Libye. Mais l'Azawad, le Nord, c'était tenable. Mais quand ils ont détruit la Libye, parce que là aussi c'est l'impérialisme international, on sait pourquoi ils ont tué Kadhafi, mais les arsenals de Kadhafi, les djihadistes se sont emparés. ATT, l'ancien président, il a tiré sur la sonnette d'alarme quand on attaquait. Il dit, l'armée malienne n'est pas capable de contenir ce qui arrive. Hein. Il a dit à l'opinion internationale, attention, mais c'est un général de l'armée. Maintenant, ils ont fait le sale boulot, mais ils ont le droit de venir arrêter ce qui arrive au Mali. Et ils sont venus semblant. Vous savez, le jour de l'impérialisme, qu'est-ce qu'ils font? L'impérialisme n'aime pas qu'il y ait un endroit qu'il y ait la paix. Hein. C'est pour que tranquillement, eux, ils puissent faire ce qu'ils font. Quoi. Nous, on est en train de parler entre nous, PP, eux, ils sont en train de faire. Ça dit que, vous savez, l'impérialisme, c'est le statut suprême du capitalisme. C'est ce que Lénine a dit. Mais les impérialistes, quand ils arrivent dans un pays, ils essaient de vous mélanger. Là où il y a pétrole, là, ils essaient de créer une tension, une guerre. En attendant que vous vous battez, eux, ils exploitent. C'est ça, le travail de l'impérialisme. Je ne m'étonne pas que la France puisse essayer de maintenir son influence. Quand qui dit Mali, tu dis Niger. Qui dit Niger, tu dis Tchad. Tu dis les autres pays. Mais ils sont déjà là, quoi. Mais c'est ce qui les intéresse. Mais je dis, au moment où ils sont venus dégager cette armée-là, cette puissance armée, détruire, au lieu de dire au gouvernement malien, allez-y négocier avec ceux qui portent les armes, alors que ceux-là ont combattu à leur côté. Ceux-là leur ont servi de guide. Il fallait les désarmer. Mais ce n'est pas leur problème. Allez-y négocier. Maintenant, les Nations Unies vont envoyer encore des militaires qui viendront, n'est-ce pas? Mais ça ne va pas. C'est du n'importe quoi. Voilà. Alors, un récent sondage, nous allons revenir au débat et probablement parler des joutes électorales qui s'annoncent au Mali dans moins de 2 mois actuellement. Un récent sondage d'opinion du Centre malien pour le dialogue inter-parti et démocratie parle de 90% de taux de participation. Cela traduit une réelle aspiration du peuple malien à aller se prononcer dans les urnes, je ne dirais pas sanctionner, parce que le peuple malien peut décider de, pourquoi pas, d'accorder du crédit au président Ibeka de Rampilé. Non, pour qui suit bien l'actualité malienne, le peuple malien est pressé d'en découdre avec l'actuel président de la République. Et ce que je débloque chez l'opposition malienne et par ricochet à l'opposition africaine, c'est cette façon d'aller en disperser. On n'a jamais vu une opposition avec un seul leader. Meilleur moyen de battre la plate culture, le système en place. Et les autres, au lieu de se prononcer et d'aller de façon dispersée, sont autour de ce seul leader d'opposition et constituent un maillon qui puisse contrôler tout ce qui pourrait être soupçonné de fraude. Car nous le savons bien, fraus omnia corrompit. La fraude corrompt tout. Et lorsque le système en place choisit la voie de fraude pour gagner les élections, ça veut dire que la machine frauduleuse est déjà en marche. Et c'est forcément à travers des renseignements collectés ça et là que l'opposition est convaincue. Ce n'est pas un soupçon, c'est déjà dépassé l'étape de soupçon. Puisqu'on est à 2 mois que l'opposition tente déjà de tirer sur la sonnette d'alarme. Et cet engouement à pouvoir aller aux joutes électorales atteste non seulement de la vivacité, de l'efficacité de la démocratie malienne, mais
de l'empressement à exprimer un mécontentement qui résulte de l'échec du système en place. C'est tout. Il ne faut pas être étonné. Voilà. L'ANUCC, dans le contexte sécuritaire malien aujourd'hui, comment devrait-on organiser une présidentielle pour que tout se déroule dans le calme, dans la sérénité? Bon, il faut organiser l'élection parce qu'il faut qu'il y ait un gouvernement légitime qui continue à sécuriser le pays. Déjà, vous savez, Ibeka, il est en train d'équiper l'armée. Il a déjà acheté des avions pour plusieurs milliards. Etc. Voilà. Donc, ils savent que pour préparer la sécurité et la paix, il faut préparer la guerre. Je pense que le Mali ne doit pouvoir sécuriser son territoire, mais il faut, quelle que soit la situation, il faut que le président soit élu démocratiquement, parce que si un président n'est pas élu à la date échue, le Nord est fragilisé, tout le Mali sera fragilisé. Parce que le Nord va dire on ne répond plus d'un président de la République. Il y aura un vide juridique, c'est extrêmement dangereux. Mais il faut aller aux élections. Mais ce que je voudrais dire pour n'est-ce pas, venir rebondir sur n'est-ce pas, ouais, sur Hilaire, mon frère, il a parlé de l'opposition va en rang dispersé. Je pense qu'actuellement, avec ce multipartisme intégral-là, il y a peut-être trop de partis politiques. Et vous savez, nous sommes encore dans une démocratie ethniciste, une démocratie régionaliste, une démocratie religieuse, je peux dire. Il est de ma congrégation, il est de ma religion, il est de mon ethnie, etc. Si bien que les partis politiques ne sont pas suffisamment représentatifs pour qu'un seul parti prenne le pouvoir, lui seul. Nous n'avons pas dans ce système de partisans aujourd'hui. Mais si l'opposition se regroupe autour d'un seul candidat, le candidat de l'autre peut ne pas être le candidat là qui est choisi. C'est pourquoi le fait d'aller, chacun va puiser dans son électorat, amène déjà forcément le pouvoir au deuxième tour. L'opposition, c'est pourquoi l'opposition aujourd'hui travaille à avoir une plateforme d'action après le premier tour. Ce qui est déjà fait et signé dans le cas d'espèce au Mali. Très bien. Tout le monde est déjà d'accord pour accompagner le meilleur d'entre nous. Voilà, c'est ce qui est plus efficace et c'est extrêmement dangereux. Parce que ça vacille, ça fait vaciller le pouvoir. Parce que toi seul, ils vont te minoriser au deuxième tour. Et tu seras premier, mais comme ça s'est passé au Bénin, ici, ça s'est passé au Sénégal. 2 fois déjà. Bon, mais je suis optimiste pour ce pays-là. Vous savez, c'est de ce Mali du Tchad du Manding dont on parle, en 1332, sous Soundiata Keïta. Le Tchad du Manding dépasse la Déclaration universelle des droits de l'homme de 500 ans. Le Grand Mali, vous connaissez Tombouctou, les villes du Nord, c'était des temples du savoir, c'est des grandes universités qui étaient là. Tout à fait. Donc le Mali a une histoire. Le Mali ne peut pas être désintégré. Alors le Mali, quand on parle de Mali, moi je suis un Cissé. Quand l'Empire du Manding, je suis issu mais je suis un Sénégalais. Et quand vous allez dans toute la sous-région, en Côte d'Ivoire, on les appelle les Djoula, mais c'est le Manding, au Burkina Faso. Vous allez en Guinée, en Sierra Leone, au Sénégal, etc. Donc, si le Mali se désintègre, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va se désintégrer. Et le Mali ne va pas se désintégrer. Je vais vous dire un secret aussi. Vous savez, le président qui est là, il s'appelle Soundiata, il s'appelle Boubacar Keïta. Il est de la famille royale. Il est descendant du roi Soundiata Keïta. Ismaïla Cissé. Et depuis l'empire du Mali, Ismaïla Cissé, un Cissé et un Touré et un Keïta ne peuvent jamais être des ennemis. Parce que c'est un chat, c'est la cousinerie à plaisanterie qui est entre eux. C'est le Mali qui est en jeu, mais entre eux, individuellement, culturellement, le Mali ne peut jamais basculer. Ces djihadistes-là, ils obéissent à de l'obscurantisme, ils obéissent à ce qu'on appelle du fanatisme religieux, mais la société malienne, telle que je vous dis, sur le plan sociologique, c'est une société qui est vraiment, il y a de l'ancrage entre les ethnies. Donc c'est pourquoi ça donne espoir que, quels que soient les problèmes, si on règle le problème du Nord, il n'y a aucun problème au Mali. Ils peuvent s'entendre. Alpha Toumani Touré, lui là, qui est parti là, vous savez celui qui l'a accueilli, Touré, les Touré et les Cissé, nous sommes tous de la même famille. Donc je dis que sur le plan socio-culturel, le Mali,
C'est-à-dire que ce support-là ne peut pas vaciller. On ne peut pas détruire ce support-là. C'est un support qui a un ancrage sérieux dans la conscience des Maliens. Mais nous sommes confrontés à ce qu'on appelle des facteurs exogènes. Des facteurs exogènes qui sont des facteurs à trouble. Le nord du Mali, Kidal, le nord du Mali, l'Azawad, les gens qui les arment, ils sont à l'extérieur. Et la France veut contrôler cette partie-là. L'Afrique de l'Ouest doit prendre conscience pour aider le Mali à sortir de cet imbroglio-là. Voilà. Aujourd'hui, on sait que les récentes manifestations étaient interdites pour des raisons sécuritaires. Est-ce que ces raisons-là ne peuvent pas se comprendre dans le contexte actuel au Mali où parfois, souvent, sinon plusieurs fois dans un mois, on peut apprendre que 3, 4, 5, parfois 7, 8 casques bleus ou même des civils maliens sont tués dans des attaques attribuées à des djihadistes ou à des groupes alliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Est-ce que ce contexte sécuritaire-là prête flanc à des manifestations d'opposition actuellement au Mali? Non, il faut pas mélanger les choses. Si le pouvoir en place est dans l'incapacité notoire de maîtriser, de contrôler le territoire malien de façon absolue, et c'est parce que forcément il y a des zones d'ombre où il y a un certain manquement en termes de ressources humaines ou de dispositions. Mais quand j'entends parler de l'historien malien, qui est mon vis-à-vis, je suis surpris de constater qu'avec ce support dont il parle, sociologique qu'il évoque, ils ne sont pas arrivés à une table de dialogue pour penser, repenser et améliorer la situation. Parce qu'on a l'impression que depuis un certain moment, le Mali est gouverné de façon partielle. Et comme il le dit si bien, la France a intérêt à ce que les choses se passent ainsi, se tapent sur le dos des Maliens, sur tout ce qui relève des ressources à tirer de l'autre côté. Sinon, on a vu la France ici venir chercher Gbagbo et mettre un terme à l'État, au règne de Gbagbo. Mais si la France veut que demain, le Nord, au Mali, soit stabilisé, c'est vite fait. Il y a une volonté politique de la France et qui se complaît dans ce genre de schéma politique. Et c'est pourquoi je nous dis qu'en Afrique, et notamment au Bénin, au Sénégal, au Mali, apprenons à régler les problèmes par nous-mêmes et au regard de nos moyens. Trop, c'est trop. Voilà. Aujourd'hui, il y a un échange, on va dire, de noms d'oiseaux entre régime et opposition. On parle de 25 blessés, on parle de blessés par balle. Visiblement, il paraîtrait qu'il y aurait eu, j'emploie le conditionnel de rigueur, qu'il y aurait eu des tirs de sommation et non des tirs sur la foule. Et selon vous, Lamine Cissé, qu'est-ce qui s'est réellement passé aux alentours de la base du parti ADP Maliba? Non, ne manifestez pas, nous allons manifester. La tension est vive à 2 mois avant les élections. Vous savez, ça ne vous rappelle pas la manifestation des étudiants contre Moussa Traoré? Ils ont mis leur poitrine et ils ont préféré mourir et libérer le Mali. Donc, le Malien n'a pas peur de la mort. Je les connais. Je connais, il y a certaines personnes au Mali, vous tirez, ils vont avancer. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à cet extrême. Mais je pense que il y va de la responsabilité. C'est pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement a réagi très tôt pour calmer la tension. Bon, maintenant, la démocratie vaut plus que ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour leur pays. Je dis bravo si vous revendiquez quelque chose. Parce que c'est constitutionnel la marche là-bas. Hein. L'interdiction, ce n'est pas la règle. Maintenant, si le peuple a dit, comme ça se passe au Sénégal, on nous interdit quand on va marcher, je crois qu'ils vont tirer des leçons de ce qui s'est passé au Mali. Parce que nous allons donner notre poitrine après. Lamine Cissé qui se retrouve dans la peau de l'opposant qui appelle à l'insurrection. Voilà. Nous allons continuer dans ce débat. On sait que le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, a réclamé une enquête. Est-ce que c'est une solution pour voir clair dans ce qui se passe, notamment par rapport à cette interdiction ou non de manifestation, cette répression ou non? Ce qui est sûr, les images qui sont parvenues, notamment à la rédaction de Tika, montrent qu'il y a eu des tirs
de gaz lacrymogène et plusieurs personnes qui ont dû recevoir des coups de force de l'ordre puisque visiblement cette manifestation était interdite. Je vous ai dit, et je ne dirai jamais assez. Lorsque vous avez le pouvoir en main et que l'opposition décide de manifester son mécontentement parce qu'elle estime que vous gouvernez mal, la meilleure manière d'affaiblir l'opposition, c'est de la laisser marcher. Puisque la marche est supposée être pacifique. Pourquoi interdire la marche? Vous interdisez la marche, c'est simplement parce que quand vous interdisez la marche, vous faites preuve d'abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, de l'autre côté, ne peut que susciter de la violence, un mécontentement. Et tous les moyens sont bons pour semer de la zizanie. Donc en réalité, le premier responsable de tout ce désordre-là, c'est le pouvoir en place. Quelle disposition leur donne plein pouvoir d'interdire? Dans la constitution malienne, quel article dit que l'on ne doit pas marcher? Bien au contraire, la constitution de leur pays laisse les coups de franche à tout citoyen mécontent du système de pouvoir se prononcer. Les uns parlent, d'autres marchent. Les uns parlent, d'autres marchent, et ainsi va la vie. Mais lorsque vous faites ça, la preuve, ils s'envoient des balles. Les uns disent qu'il y a 25 blessés, d'autres disent qu'il y a 18 blessés, et pourtant, le pouvoir en place nie et qualifie même de mensonger les propos tenus par l'opposition. Voilà. Mais on a vu, et pourtant on a vu, on a tiré. Que les balles soient réelles ou que ce soit de fausses balles, on a tiré au moins. Sur qui? Sur les citoyens maliens. Non, pas sur la foule. Non, c'est-à-dire qu'il faut être mesuré. C'est pourquoi c'est extrêmement dangereux de laisser les manifestations dans les villes. Moi, tant que les enquêtes, les résultats balistiques ne sont pas sortis, je ne peux pas dire que c'est les forces de l'ordre qui ont tiré. Là où les gens sont armés dans les maisons. Vous savez, les djihadistes là, ils peuvent profiter de cette occasion, créer la zizanie. Parce qu'ils sont partout ailleurs, ils profitent de ces occasions. C'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi même cette campagne-là, il faut qu'il y ait de la vigilance. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas que l'élection se fasse au Mali. Et ils sont tapis dans l'ordre, ils sont armés. Donc ils peuvent profiter pour tirer et pour accuser. Maintenant, on attend les résultats des études balistiques qui vont montrer que est-ce que les balles réelles là vraiment viennent des forces de l'ordre maliennes ou bien ça vient d'ailleurs. Parce que ça peut venir d'ailleurs. Le pays où on cache les armes un peu partout. Mais moi, je ne peux pas sur ce plateau-là dire que c'est les forces de l'ordre qui ont tiré. Voilà. Soumaïla Cissé, on sait qu'il est candidat déclaré à l'élection présidentielle. Est-ce que, selon vous, le chef de file de l'opposition a les armes pour gagner face au président Ibeka? Soumaïla Cissé, il est assez crédible, hein, il est assez sérieux. C'est pas parce qu'il s'appelle Cissé. Nous avons les mêmes origines, c'est pas ça. Hein. Bon, lui, les Maliens, moi, je suis sénégalais. Voilà. Mais nous sommes tous citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Je l'ai vu diriger, lui et moi, de main de maître. Et puis, il a des relations. C'est quelqu'un qui ne fait pas de l'opposition violente. Il fait de l'opposition pacifique. Il fait de l'opposition crédible. Parce que c'est des idées, c'est des propositions d'idées qu'il fait, c'est des projets de société. Et je pense qu'il est franchement présidentiable. C'est quelqu'un qui est suffisamment sérieux parce qu'il fait la confiance. Nous, les populations de l'Afrique de l'Ouest, on essaie de voir dans les pays où les présidents sont crédibles ou ne sont pas crédibles. Mais dans l'opinion, les gens disent que vraiment Ismaïla Cissé, il sera un bon président pour le Mali et pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Il est Kofidia, l'opposition s'est engagée à soutenir celui d'entre elles qui arrivera le mieux placé dans l'optique d'un second tour. Est-ce qu'on peut penser que le jeu s'annonce corsé ou serré pour le président Ibeka? Non, je n'avais pas cette information. Et là, je viens confirmer que le jeu s'en va être très corsé et la probabilité que le leader de l'opposition gagne, elle est trop forte. Puisque, comme il a dit, il incarne une opposition éclairée. Et on voit une opposition très pacifiée. Il a des propos tempérants, il a des propos modérants. On sent à travers ses propos et sa tenue rassembleur, quelqu'un qui a une vision et qui veut corriger quelque chose. Et vu les lamentations et les plaintes et l'échec du pouvoir en place du point de vue sécurité physique et sécurité qui pisait alimentaire, je vois que les chances de voir le leader d'opposition gagner cette élection, elle est plus forte et plus
plus visible. Voilà. L'opposition a manifesté pour réclamer, on le sait, des élections transparentes et un accès équitable à l'ORTM, la radio-télévision publique. Messieurs, la question que je vais vous poser me fait sourire. Qu'est-ce qui explique souvent en Afrique ou partout ailleurs, vous me direz peut-être, la prise en otage des médias publics par les dirigeants? Oui, mais c'est parce que c'est le manque de respect au peuple d'abord, et c'est la peur. La peur de perdre le pouvoir. Parce qu'en fait, un bon démocrate se donne à la volonté populaire. Je suis élu, si vous gouvernez dans la transparence, bien sûr, vous n'avez pas peur de perdre les élections, parce que tranquillement, vous allez vous reposer. Pour moi, un président qui fait 5 ans au pouvoir, on te donne l'avion présidentiel, on te donne toutes les ressources, tout le monde répond à... Mais si vous gérez dans la transparence, dans la cohésion sociale, mais si vous perdez les élections, mais tranquillement, vous allez vous reposer. Votre carnet d'adresse et tout ce que vous... Ça suffit largement pour que vous soyez un homme libre, un homme adulé. Mais nous avons les anciens présidents ici au Bénin. Il y a Nicéphore Soklo, il y a Boni qui se promène. Vous allez au Ghana, il y a Jerry Rawlings, etc. Qui est tranquille et adulé. Mais oui, mais je pense que ils sont tellement frileux, parce que ce qu'ils font, ils ne font pas du bien. Ils attaquent, ils emprisonnent. Donc il faut qu'ils bâillonnent la presse pour que les consciences ne soient pas éveillées. Parce que vous avez un pouvoir extraordinaire. Hein? La presse, mais moi je pense que c'est même le deuxième pouvoir. La presse est un pouvoir incommensurable. La presse peut désinformer et créer l'attention. C'est comme bien informer et créer l'attention. C'est comme il peut informer et créer l'apaisement. Donc la presse est multiface. Si bien que il pense que celui qui a le pouvoir de la communication à main, n'est-ce pas, peut tromper. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus, puisqu'il y a les réseaux sociaux. Il y a les presses privées, comme votre télévision, elle équilibre. Invite l'opposition, d'autres tapent sur l'opposition d'autres. C'est ça, la presse, la bonne information. Mais eux, ils sont... Parce que quand vous ne... Dans notre langue, on dit, quand vous vous reprochez, quand vous êtes en train de... Je n'ose pas le dire parce que ça, quand on le dit ça en français, ça va sembler ne pas être... Mais on dit quand vous êtes en train de fournir de la mauvaise odeur, vous êtes les premiers à subir les conséquences. C'est ça, nos chefs d'État. Ils ne sont pas en sécurité. Ils pensent qu'avec la presse, ils seront en sécurité. Au Sénégal, c'est pareil. Quand le président Wade était là, la RTS, le président, le directeur qui était là-bas, s'est ouvert à toute l'opposition. Les gens venaient à la RTS, insultaient même le président Wade. Mais quand Macky est venu, la RTS est devenue non seulement RTS de Macky, mais c'est RTS de son parti politique. On invite que l'opposition a parlé fatigué. Et puis c'est l'argent du contribuable, ça n'appartient pas au chef de l'État. Mais c'est dommage. Voilà. Il est Kofi, c'est une question que je vais vous poser aussi, peut-être en d'autres mots. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce procès fait souvent au régime de vouloir prendre en otage les médias publics? Non, ce n'est pas un procès, c'est ce qui se fait. Et c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Et cela atteste en réalité de la peur de perdre. Et cela fausse le jeu du principe du contradictoire. Puisque la chaîne publique, c'est la chaîne à laquelle la plupart des citoyens ont accès. Et donc, voir les membres de l'opposition venir taper sur le système en place donnerait des idées à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre les autres chaînes. Et c'est une manière d'écarter les grands électeurs, comme le font certains ici chez nous déjà, en les bâillonnant, en les révoquant, en déposant même une convocation avant même qu'ils ne rentrent au pays, en envoyant déjà certains en prison et en faussant le jeu de la compétition, alors que quand on est dans une posture de compétiteur, il faut deux pour qu'il y ait compétition. Mais nos chefs d'État africains, notamment maliens, béninois, sénégalais, et aujourd'hui fondamentalement béninois, nous donnent une autre formule de la compétition unilatérale. Écraser tout ce qui pourrait à tout moment constituer un obstacle à un second mandat. Et c'est exactement ce qui se passe au Niger aujourd'hui, parce que celui en place veut un second mandat. L'opposition dit tes résultats ne sont pas positifs.
pour qu'on te laisse aller à un second mandat. Du coup, il faut réduire l'opposition à cuillère et tous les moyens sont bons pour y parvenir. La triche, les coups bas, pour ne citer que cela. Oui, voilà. Lamine Cissé, vous êtes expert en communication politique. J'ai une question pour vous. Le chef de l'État sortant a préféré prononcer une allocution d'une quinzaine de minutes à la télévision nationale. C'était depuis sa résidence privée, alors que l'homme aurait pu choisir de le faire devant ses partisans dans une des grandes salles de la ville ou dans un de ses fiefs. Pourquoi, selon vous, il a choisi cette communication-là pour annoncer qu'il briguait un second mandat, le président Ibeka? Oui, vous savez, ça dénote un peu peut-être le malaise profond qui peut être au sein de son parti lui-même. Ça peut dénoter de cela. Bon, ça peut aussi montrer que c'est tout à fait normal que je me représente. Parce que c'est pas une surprise pour moi et pour un citoyen lambda de voir qu'ils disent qu'ils se représentent. J'ai pas vu encore un président. C'est Mandela qui l'a fait. Qui a fait 1 an, il a dit bon, je vais aller me reposer. Mais les autres, ils veulent même tripatuer la Constitution pour s'asseoir. Pour moi, c'est en termes de communication, c'est pas ça qui est important. Parce que vous savez, la communication, elle est contextuelle, elle est socio-endogène. Le comportement social malien, c'est pas un problème. C'est le chef. Et puis, vous savez, Ibeka, je vous l'ai dit, cette tradition, le Malien est foncièrement ancré dans sa tradition, dans sa culture. Ok? Voilà. Qu'il vienne au palais ou qu'il reste dans son... C'est le président de la République. Ce qui est important, c'est le message qu'il a donné. Voilà. Alors, aujourd'hui, on le sait, Hilaire Kofi a déjà une vingtaine de candidats déclarés. Est-ce qu'on peut parler de pléthore ou on peut estimer que c'est la vitalité de la démocratie qui se joue toujours? Ouais, c'est un peu de la vitalité de la démocratie malienne qui est en jeu. Et c'est un peu de ce que le bilan du système en place a suscité comme ambition chez les autres. Et la plupart des candidats sont d'ailleurs des anciens ministres, des anciens collaborateurs, anciens. Et c'est la note de ce que les dirigeants d'aujourd'hui sont enclins à une certaine boulimie, une certaine gloutonnerie. Le bien public devient une chose privée. Et puis, ce n'est plus un sacerdoce aller en politique, mais c'est plutôt aller s'enrichir, être à l'abri du besoin et amener ses proches à en profiter au maximum, d'où l'envie effrénée, coûte que coûte, d'aller à un second mandat, parce que de l'extérieur, on pensait que c'est simple, mais une fois là-bas, c'est juteux. Et le côté dangereux de la chose va aveugler. Et puis, bon, on veut forcément ramper à compte courant. Voilà. C'est la mauvaise adaptation de la démocratie occidentale, cette démocratie conventionnelle, qui nous est apportée. Parce que nous ne sommes pas en train d'appliquer ce qu'on appelle, je l'ai souvent dit, la démocratie populaire. C'est une démocratie conventionnelle, holistique. Maintenant, le système partisan est biaisé. On a rarement des partis politiques qui véhiculent, qui s'accrochent autour des idéologies, qui forment leurs militants pour aller à l'éveil des consciences. Souvent, c'est un leader qui a ses moyens. Les partis sont autour d'un homme. C'est ça le drame de notre démocratie. Le parti ne se forme pas autour de l'idéologie, des projets de société, mais ça se forme autour de l'homme. Qui est l'homme? Il est de quel parti? Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a la notoriété? C'est tout. Donc, quand on vous amenez les populations à voter ainsi, c'est-à-dire que déjà la transparence dans la gouvernance va être mise en cause. Parce que vous n'avez pas des militants convaincus qui vous surveillent de l'applicabilité de votre projet de société, de l'applicabilité de votre vision. Mais ils sont en train de juger, c'est l'homme avec toute sa suffisance, c'est lui qui va venir nous enlever dans la misère. Au lieu de dire, nous allons ensemble avec lui enlever le pays dans la misère. Voilà, il est Kofi Dia. Aujourd'hui, on n'est pas sûr que tous les Maliens puissent voter parce qu'on sait les problèmes sécuritaires qu'il y a, notamment dans le centre, dans le nord du pays. Est-ce qu'on est sûr que le matériel pourra être acheminé un peu partout? Parce qu'on sait que dans certaines régions du Mali, aujourd'hui, on ne peut pas circuler à moto. On sait qu'il y a un couvre-feu dans certaines régions. On sait que dans certaines régions, personne ne peut quitter Bamako pour rentrer parce qu'il y a des zones de non-droit aujourd'hui contenues dans le Mali.
est-ce que cela ne pose pas aussi un problème de légitimité de ce scrutin-là rapidement? Non, vous venez de caricaturer le malaise profond du Mali. Et dit le fait de ne pouvoir pas couvrir tout le pays, tout le territoire, soulève beaucoup d'autres problèmes que vous venez de préciter et qui fait que il faut forcément que le prochain président malien puisse mener une politique pacifique reposant sur un accord négocié pour qu'on puisse gouverner tout le territoire malien. Voilà, il faudrait peut-être juste rajouter qu'un premier lot de près de 4 millions de cartes d'électeurs est déjà à Bamako et sera acheminé dans les régions du nord et du centre, les régions dont nous parlons justement, pour être distribuées à compter du 20 juin 2018. Messieurs, ce sera déjà tout pour ce débat. Était sur ce plateau Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Face à lui, Hilaire Kofidia, vous êtes juriste, analyste politique. Messieurs, merci d'être sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour un nouveau numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien. Merci.